Importanti risultati sono emersi negli ultimi anni anche riguardo l'artigianato. Les résultats importants qui sont apparus ces dernières années concernent en particulier les vastes bassins d'argile alluviale, activité ignorée par les sources littéraires et épigraphiques, mal documentée, contrairement au monde grec, mais dont la visibilité archéologique est très forte. L'intérêt pour la production de la céramique a commencé en Italie du Nord, Est, grâce aux études du cycle de la céramique à partir des années 70, avec Ninina Cuomo di Caprio, qui l'a d'emblée replacé dans une perspective multidisciplinaire. Ce chercheur même a commencé le premier recensement des fours de potiers en repérant 9 sur le territoire de la Venetia et Istria. Une thèse de doctorat soutenue récemment par Cristina Mondini à l'université de Padoue a réalisé l'inventaire systématique des sites de production de la 10e Regio, Venetia et Istria, avec une attention particulière portée à l'organisation du travail et aux relations avec le territoire, ses ressources naturelles et les possibilités économiques. L'enquête a identifié 169 sites qui ont produit des objets en terre cuite, matériaux, vaisselle, amphores, statuettes, briques, divisés en différentes classes de fiabilité par type de production. Il convient de souligner que seulement 25% des sites, soit 43 sites, ont fait l'objet de recherches archéologiques qui donnent une vision toujours partielle. Beaucoup sont situés en Istrie. 44%, soit 74 sites, ont été reconnus grâce à des indices plus ou moins fiables, mais n'ont pas fait l'objet de fouilles. Environ un tiers des sites, 52, sont considérés comme d'interprétation douteuse et par conséquent ont été exclus dans la phase de traitement des données. L'analyse de la bibliographie indique que les travaux ont porté d'abord un intérêt exclusif au four, puis ont tenté de reconstituer le cycle de production dans son intégralité, recherchant et parfois trouvant des gisements d'argile, caractérisés par une organisation régulière ou au moins une distribution organisée des fosses. Les zones de travail dans 17 cas, les installations de séchage, de stockage, coïncidant parfois, donc 7 cas seulement, peut-être parce que c'était souvent le cas dans une zone ouverte non structurée. Les sites d'ateliers sont répartis de façon inégale sur le territoire, un peu comme ce qui était le cas pour le secteur occidental dans le projet Kraft. En dépit du caractère aléatoire de l'échantillon, il ressort une nette concentration, 67% des sites, dans les zones de plaine, en relation étroite avec la disponibilité de la matière première, l'argile, mais aussi de l'eau et évidemment du bois. Notez que les sites repérés dans les campagnes, 61, sont 3 fois plus nombreux que ceux qui sont connus dans un contexte urbain, 19, qui ont exploité les mêmes bassins de limon et argiles alluvionnaires. Mais la visibilité et la préservation des ateliers urbains sont fortement affectés par la continuité d'occupation et le développement exponentiel des centres urbains modernes. L'analyse de la distribution des sites montre le rôle attractif joué par les routes, les voies d'eau, les cours d'eau, en particulier pour la production de briques, et les voies terrestres pour des facilités commerciales évidentes. Les mêmes raisons expliquent la localisation de plus de 25 sites de production dans le voisinage immédiat des principaux centres urbains. Les ateliers de potiers sont peu nombreux dans la montagne, 10, et les collines, 8, et les hauts plateaux, 16. Ce sont principalement de petits ateliers de vaisselle qui exploitaient les dépôts d'argile à proximité des cours d'eau. C'est ce qui semble être confirmé par leur position. Pour le reste, la demande en poterie et autres matériaux d'argile a été satisfaite par des importations
des productions réalisées en plaine, tandis que le bâtiment a exploité les ressources les plus facilement disponibles, telles que la pierre et le bois. Un des secteurs les plus importants est sans aucun doute la production de matériaux de construction, en particulier les briques et les tuiles, le secteur sur lequel les recherches récentes apportent du neuf, grâce aux recherches de Jacopone. Certaines recherches montrent que la Cisalpine, en particulier l'Italie du Nord-Est, se trouve dans une position particulière par rapport à d'autres régions du monde antique quant à la chronologie et à la commercialisation des briques cuites, qui prennent la suite de la tradition d'utilisation de l'argile crue, utilisée à l'époque proto-historique. En effet, dès les premiers stades de la colonisation romaine, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, on assiste à une énorme production de briques cuites, comme en témoigne leur utilisation dans la construction des remparts des villes de Ravenne et d'Aquilée, au IIIe et au IIe siècle avant Jésus-Christ, ainsi que Plaisance et Crémone dans le secteur ouest de la plaine du Pô. Cela signifie que la production de briques cuites dans le nord de l'Italie précède d'au moins un siècle son emploi à Rome et dans le centre de l'Italie, où, en réalité, sa véritable diffusion date de l'époque impériale. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les matériaux employés dans les plus anciens remparts des villes utilisent des modules grecs. À Ravenne, des briques triamiplintos de 49 cm de large, des briques pentadora à Aquilée, avec un côté de 0,37 m, mentionné par Vitruve comme caractéristique des travaux publics dans le monde grec. On trouve également les briques tétradoron à Padoue et à Bologne, ou la brique rectangulaire de 29 par 44 cm sur la base du pied ionique attique de 0,295 m. Et di 295 cm. 0,295 m, qui fut pris comme base pour le pied romain. Ce type de brique, que l'on appelle l'idium par les Grecs et sesquipedale par les Romains, puisqu'elle fait 1,5 pied de longueur, comme nous le dit Vitruve, devient au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ, et par la suite, le type le plus répandu en Cisalpine. Les briques utilisées dans les murs de Ravenne présentent un autre intérêt. La présence de quelques lettres, probablement grecques, de chiffres sûrement grecs, phi correspond à 500, et de quelques abréviations connues dans le monde grec, gravées sur les briques avant leur cuisson. Cette production précoce de briques, suivant une métrologie grecque, indique sans ambiguïté la présence dans les premiers grands sites romains de Cisalpine de travailleurs grecs et d'ouvriers de service et d'ouvriers au service de la puissance romaine. On peut imaginer qu'il y avait également des ingénieurs, des artisans et des spécialistes grecs spécialisés dans le domaine que l'armée payait en tant que mercenaires. La présence grecque semble se perpétuer jusque sous César et Auguste, si l'on croit le témoignage de briques grecques insérées dans les remparts de Milan et dans la Porta Palatina de Turin, mais aussi dans des chantiers privés. La Cisalpine poursuit donc une voie indépendante dans ses choix et ses procédures techniques de l'époque républicaine, la première partie de l'époque républicaine, jusqu'au moins au début de l'époque impériale. Dans le domaine de la production de briques elle-même, on expérimente au début du 1er siècle après Jésus-Christ de nouvelles solutions techniques pour les fours. Ils sont bien documentés dans le site de Lonato, Brescia. Les chambres de chauffe souterraines sont séparées par des murs épais, réalisés avec des rangées de briques qui laissent des ouvertures au niveau des arcs de soutien. Et ces aménagements améliorent l'efficacité de la cuisson en termes de qualité et de quantité.
Ils furent ensuite diffusés dans les fours utilisés pour la vaisselle et d'autres produits. La grande disponibilité d'argile a favorisé une longue production de briques en Vénétie. Certes, peu de fours ont été fouillés, à la fois dans les villes, comme à Vérone, que vous voyez sur la diapo, ou à la campagne, à Concordia et Aquilée. Mais leur existence peut être restituée par la quantité de marques figurant sur les tuiles et les briques qui fournissent des indications sur les aspects économiques et parfois même sur les protagonistes de cette activité économique. Une enquête approfondie portant sur toute la région, sur près de 2400 timbres, a été récemment publiée. En fonction de concentrations spécifiques dans des zones restreintes, la diffusion quelquefois plus large et les coïncidences avec l'épigraphie lapidaire. Il a donc été possible de reconnaître soit de petits ateliers locaux sur le terrain, soit des manufactures importantes comportant probablement plusieurs branches de production. C'est le cas par exemple des briques estampillées par la gens Cartoria, le long de la côte dalmate, dans les Marches et en Émilie, en Italie centrale, et produit très probablement dans la région de Padoue, comme en témoigne la fréquence particulière des découvertes, le grand nombre d'inscriptions où ces différents personnages sont associés à la ville, et probablement aussi le toponyme Cartura, puisqu'il y avait une localité de ce nom au sud de Padoue. Le même schéma s'applique aussi aux productions des gens Delia, à Vicence, de large diffusion, ainsi que de l'épigraphie lapidaire qui est documentée. À côté de ces ateliers privés, on connaît un cas de production publique pour la réalisation de l'ensemble monumental du théâtre d'Acellum, comme en témoignent les marques, des marques avec des tampons, avec le marquage Publica, qui correspond à son équivalent sur les briques grecques. Les centres urbains de Vérone et de Padoue nous apportent les témoignages les plus importants sur les vestiges d'ateliers, équipés de ces fours de nouvelle génération avec ces chambres de combustion enterrées et ces arches. Ces centres sont actifs du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ, à la périphérie des villes, à proximité des cours d'eau et des grands axes routiers et non loin des nécropoles. Dans le cas de Vérone, il s'agit d'un véritable quartier artisanal où on a pu identifier différents grands bassins de décantation d'argile, d'autres plus petits, revêtus de briques, où l'on malaxait l'argile, probablement avec les pieds. Les postes de travail autour sont très bien conservés. Les blocs en pierre sont encore présents. Ils sont situés dans la position classique, c'est-à-dire pas très loin des murs, et des fours à feu direct. 12 fours. Mais seulement une étude précise de la documentation nous permettra d'articuler les installations dans leurs différentes phases. En plus de la production prédominante de poterie commune et plus limitée de terre sigillée, le site a produit des statues votives trouvées dans un sanctuaire dans les collines voisines de Vérone et des oscillas figurés de différents modèles destinés aux domus et aux villas. De façon significative, à Padoue, un atelier a été, en rouge ici, a été activé à l'ère augustéenne, au-delà du coude de la rivière Medouacus,
à la suite de la désactivation d'un secteur plus proche de la ville, dans la grande nécropole nord. Ce transfert suppose une autorisation préalable des autorités municipales, ce qui confirme le rôle stratégique de cette activité économique. Dans le cas de Padoue, l'étude systématique des objets qui remplissaient les bassins et les fours a permis d'identifier les produits fabriqués sur le site, principalement de la céramique à parois fines, un peu de serre sigillée, des éléments structurels de l'installation. On a donc pu reconnaître, en plus des disques des tours, la présence de fours à flamme directe, attestés par des fragments de sol perforés, pour la production de céramique grise et commune, et peut-être à flamme indirecte pour la production de céramique sigillée. Vous voyez ici une reconstruction possible sur la slide. Bien que les fouilles soient partielles et lacunaires, les données disponibles attestent l'importance de ce secteur économique qui garantissait l'autosuffisance à la ville et qui exportait parfois au rayon régional. Et voyons pour terminer la dernière activité productive sur laquelle la recherche s'est concentrée à l'université de Padoue. C'est celle de l'artisanat du fer. Pour les fabrications artisanales de la Vénétia, un rôle très important a certainement été joué par la sidérurgie, favorisée par la proximité de l'un des districts miniers du fer de qualité, ainsi qu'il a été noté comme Pline l'Ancien, en l'occurrence le Norique. L'artisanat du fer est mieux connu grâce aux fouilles récentes de l'université de Padoue, dans un site d'époque romaine en excellent état de conservation à Monte Belluna. Ce site fut un centre vénète d'importance et à l'époque romaine une agglomération secondaire située au pied des collines, à la sortie à l'embouchure de la plaine de la Piave, une des voies qui permettait de rejoindre les zones transalpines. L'atelier fut actif du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ et était situé à l'extrémité ouest de la ville, dans une zone de nécropole. Le bâtiment est divisé en 7 salles, disposées autour d'une cour centrale. Elle occupait une surface d'environ 200 mètres carrés. Nous sommes certains que la salle G, située dans le coin sud-est, était une forge pour le travail du fer, et que les salles E et F, sur le côté ouest, avaient une fonction d'habitation. Les salles restantes, équipées d'un foyer, d'un petit four et d'un bassin, ne sont pas sûrement identifiées dans l'état actuel des choses, mais elles ont probablement été le ciel d'activités liées, ou non, à la production sidérurgique principale. Le cœur du site de production était la forge, dans la salle G. D'environ 20 mètres carrés, elle était dotée d'un accès indépendant depuis le sud. À l'intérieur, on trouve de nombreuses structures, l'une d'entre elles partiellement conservée en positive, toutes les autres constituées de traces en négatif. Au centre, on trouve une fondation de tuiles et de galets de forme presque carrée. Au sud-ouest, une série concentrique de fosses elliptiques d'un diamètre maximum de 70 cm, avec un fond et des murs couverts de fragments de briques. Dans l'angle sud-est, on aperçoit une cuve rectangulaire. Entre ce dernier et la fondation, s'étend une fosse triangulaire. Et enfin, contre le mur occidental, on trouve 2 traces en négatif connectées entre elles. Dans ce dessin, vous voyez la structure et les traces négatives. La reconstruction des installations techniques et de l'aménagement de cette pièce a été rendue possible par une étude
prenant en compte les sources iconographiques qui représentaient des fours de l'époque romaine, la recherche de comparaison et l'étude archéologique et archéométrique des déchets de production et des résidus de structure. Cette dernière approche a montré un extraordinaire potentiel permettant de comprendre le type de production effectuée, l'étape spécifique dans laquelle le site a été conçu, la technologie de traitement et l'organisation interne de la production. Les grandes catégories identifiées sont au nombre de 3. Les parois de la forge, les scories de traitement et les microdébris. L'étude morphologique des parois de forge et des déchets du travail, associée à l'analyse archéométrique, a précisé quels sont le résultat de la forge et de soudure du fer pour produire de petits objets ou pour ajuster les objets entre eux. On retrouve dans la salle G des couches entières se composant jusqu'à 95% de micro-résidus, ce qui est un indicateur prouvant que le forgeage du fer était réalisé dans cette pièce. Les niveaux contenant les micro-résidus étant en place, ils ont été prélevés suivant une grille de 30 par 30 cm, de sorte que l'on puisse étudier leur distribution afin de comprendre l'organisation des activités à l'intérieur de la forge et sur les structures présentes. Le travail s'est poursuivi en laboratoire. Après ces excavations en carré, au laboratoire de géosciences de l'Université de Padoue, avec l'assistance essentielle de Madame Angelini, où la composante magnétique a été séparée de la matrice en 3 étapes. On a d'abord pesé le sédiment brut, puis on a isolé la partie ferreuse grâce à un aimant, et on a pesé ce composant métallique. À partir de ces 2 valeurs, on a pu préparer des cartes de distribution en utilisant la valeur de la concentration de micro-résidus exprimée en pourcentage par rapport à la totalité du sédiment, mais aussi le poids de cette portion magnétique. L'opération a été menée non pas sur tous les carrés, mais sur des carrés disposés en 8 à partir du centre de la fosse circulaire. Cet échantillonnage visait à réduire la quantité de sol à traiter tout en obtenant des données sur une zone aussi large que possible. À partir des cartes de répartition des 2 pourcentages, on observe à gauche une concentration plus élevée à proximité de la fosse circulaire, à proximité donc de cette fosse quasi-circulaire, alors que la concentration diminue alors qu'on s'éloigne de cet emplacement. Les valeurs les plus élevées sont concentrées à l'est, au sud et à l'ouest de la fosse elle-même. Il y en a beaucoup moins au nord. On peut donc l'interpréter ainsi. La fosse circulaire a été conçue pour accueillir le billot sur lequel était fixé l'enclume. Le forgeron se tenait au nord de l'enclume. Les microdébris émis par le martelage du métal, en cours de fabrication, se trouvent surtout sur les côtés de l'enclume et beaucoup moins au pied du forgeron. L'hypothèse est renforcée par les poids de matériaux retrouvés qui sont plus faibles au nord. Un tel emplacement pour l'enclume et le forgeron implique que la forge se trouvait au-dessus. La forge qui existait sans doute,
al di sopra della au-dessus de la fondation quadrangulaire qui était de type surhaussé, e anche alors qu'une table de travail se trouvait en correspondance avec la fosse le long du mur ouest, forgia e tavolo di lavoro donc forge et table de travail dans une position ergonomique optimale. è stata possibile On peut également émettre l'hypothèse de la présence à l'est et au sud de l'enclume et au sud de la forge d'un assistant du forgeron comodamente qui aurait pu actionner les soufflets qui devaient être installés dans la fosse triangulaire, d'après la trace négative, et devait être chargé d'alimenter le foyer avec du charbon de bois, peut-être disposé dans le coin sud-est de la pièce. con questa disposizione Avec cette disposition funzionale des structures fonctionnelles, si può però immaginare on peut imaginer que le forgeron anche lavorare travaillait aussi ad est dell'incudine à l'est de l'enclume, ce qui lui donnait un accès rapide au soufflet et lui permettait de travailler en toute autonomie. questa possibile ricostruzione Cette reconstruction possible de l'équipement et du matériel technique à l'intérieur de la forge trouve une confirmation dans les sources iconographiques. tali fonti ci restituiscono esclusivamente immagini di forze Sur les fonds, on voit exclusivement des images de forge de ce type. incudini collocate su un supporto Nous avons des enclumes placées sur un support et l'artisan en train de travailler assis sur un tabouret ou debout, habituellement accompagné d'un ouvrier chargé d'actionner le soufflet. delle botteghe, rastrelliere D'autres reliefs représentent l'intérieur des magasins avec des étages où sont suspendus les ustensiles, des étagères où sont suspendus les ustensiles et des comptoirs utilisés comme établis ou comme présentoirs pour les produits. noti in archeologia. Jusqu'à présent, on connaît peu de forges sur podium dans les sites fouillés, mis à part un exemple à Pompéi et un autre au Mont Claudianus, en Égypte. Ecco qui una possibile ricostruzione della nostra Et voici donc une reconstitution possible de la forge de Montebelluna, où l'on a un système extrêmement raffiné, sia nella fase di elaborazione à la fois dans l'élaboration et dans le recueil des données. lavorato a Montebelluna. Mais d'où venait le fer travaillé à Montebelluna ? En Vénétie, plusieurs bassins miniers ont été utilisés pour extraire le minerai de fer. Mais les données archéologiques ne nous permettent pas d'identifier des cas d'exploitation datable de l'époque romaine, mais seulement de l'âge du fer et du début de la période médiévale. Et aussi, évidemment, à l'époque moderne. Immédiatement au-delà des Alpes s'étendait le Norique, le plus important centre d'extraction et de réduction du minerai de fer de l'Occident, vanté par les sources antiques pour sa qualité. En attendant que les progrès de connaissances scientifiques et techniques nous permettent d'assurer l'origine du fer, le Noricum est considéré comme le principal, sinon le seul, lieu d'approvisionnement en minerais pour les activités sidérurgiques de l'Italie du Nord-Est, et peut-être même au-delà, à l'époque romaine. La matière première, sous forme de barres, de lingots, ou probablement de loupes, de fer, a dû traverser les Alpes pour être distribuée dans les plaines, grâce au réseau routier et fluvial. Ce schéma donnerait une explication logique au Senatus Consulte, qui interdit l'extraction de minerais dans les territoires de la péninsule, Senatus Consulte mentionné par Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle. La sidérurgie est restée vitale en Vénétie jusqu'à la fin de l'Antiquité. Quand les nécessités de la défense de l'Italie sont devenues plus pressantes, le gouvernement central a établi dans le territoire des industries de guerre, industrie bellicae hautement spécialisées, comme la Fabrica Sagittaria à Concordia, pour fabriquer des flèches, et la Fabrica Scutaria et Armorum à Vérone, qui produisait des boucliers et différents types d'armes. Toutes les deux sont mentionnées dans le Notitia Dignitatum in Partibus Occidentis, attribué au 5e siècle après Jésus-Christ. Molte altre dovevano essere le attività artigianali. Il devait y avoir beaucoup d'autres activités artisanales dans les centres urbains. Je voudrais conclure
en citant un autre art du feu, qui devait certainement compter de nombreux ateliers, mais qui malheureusement n'ont laissé aucune trace jusqu'à présent détectée. Il s'agit du travail du verre. Nombreux sont les objets en verre, trouvés pour la plupart dans les sépultures et conservés dans tous les musées de Vénétie. Les plus anciens ont été importés, probablement, mais après l'introduction en Italie du soufflage, à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, ce sont des verriers venus de la Méditerranée orientale qui ont transmis les techniques aux artisans locaux. Ces derniers travaillaient le verre brut, importaient des ateliers primaires situés en Orient, mais aussi du verre cassé et refondu. Il y avait des ateliers à Aquilée, comme probablement également à Adria. Ils sont attestés non seulement par la découverte de déchets de production et de fragments de pierres réfractaires, mais aussi par les marques de fabrication sur les bouteilles. On connaît notamment une certaine Sentia Secunta, fabricante de verre à Aquilée. C'est probablement pour la refonte à Aquilée qu'étaient destinés les milliers de fragments de verre transportés dans un tonneau de navire qui a coulé au large de Grado vers le milieu du IIe siècle après Jésus-Christ. Grado était l'accès à la mer d'Aquiléa. D'autre part, il est fascinant de penser que la tradition verrière s'est en quelque sorte transmise à partir d'Aquilée à la nouvelle ville construite sur les îles de la lagune, Venise. Merci de votre attention. Bien, nous remercions Maria-Stella de cette présentation extrêmement complète qui montre les énormes progrès de la recherche en Italie du Nord, qui est quelque part un exemple par la façon systématique que vous avez d'examiner la documentation archéologique et aussi par les moyens que vous y mettez, qui supposent un grand nombre de doctorants et des moyens financiers considérables. J'ai vu, évidemment, cette présentation suscite un très grand nombre de commentaires et de questions. Je vais essayer de me limiter à quelques-unes. J'aurais voulu qu'on s'attarde un peu, par exemple, sur la question du travail du bois qui a été mentionné, parce que le travail du bois, plus encore que le textile, nous échappe, comme tu l'as dit, parce que le bois est périssable, et d'autre part parce que les outils en fer qui servaient à le travailler ont été, à quelques exceptions près, toujours récupérés et reforgés. Or, cette disparition est particulièrement grave pour la Cisalpine, car elle affecte non seulement, comme partout ailleurs, la fabrication des meubles ou la pose des charpentes, mais aussi la fabrication des foudres et des tonneaux, ainsi que des pressoirs à vis. Et donc, c'est un aspect qui minore très fortement, par ricochet, notre appréciation de la production du vin, de l'huile, des salaisons. Et donc, je voudrais savoir comment vous essayez de compenser cette énorme difficulté, puisque dès le début, on le voit bien chez Strabon par exemple, la production du vin par exemple se fait toujours en tonneau et donc échappe en grande partie à l'archéologie. Et je pense que c'est aussi le même problème pour les salaisons, les tanneries. Et donc là, vous avez un vrai problème de documentation qui est beaucoup plus important que nous l'avons ailleurs en Méditerranée. Hai capito tutto? Certo. Più o meno? Sì, sì. Ho capito, dopo tradurrà. No, je traduirai ensuite, okay. Poi rispondere tranquillamente. È sicuramente il problema, non è un caso
che abbiamo cercato di elaborare questo percorso di ricerca, perché quello che ci manca sono gli impianti e per questo abbiamo cercato di organizzare tutti i dati, tutti gli indizi possibili per ricostruire le produzioni. Il faut que je traduise, il ne faut pas aller trop vite. Donc, elle dit que c'est le principal problème parce que, effectivement, dans beaucoup d'artisanat, la part du bois est considérable. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ont tenté de compenser cette difficulté en créant des parcours de recherche où on pourrait identifier par d'autres moyens ce type de production et donc en utilisant ces schémas en quelque sorte et en replaçant les quelques éléments qu'on a pour restituer les parties manquantes. Les vestiges d'atelier, c'est le vrai problème. E quindi con questo processo, appunto questo percorso di ricerca, cercare di raccogliere tutti gli indizi, perché dalle fonti, dalla vocazione dei territori, per esempio la pesca, la lavorazione del pesce, non è possibile che non ci fosse un sfruttamento del pesce, abbiamo il pesce, abbiamo il sale, quindi c'è una vocazione naturale del territorio, eppure non è stato mai rinvenuto un impianto possibile. Donc ce qu'elle dit, c'est que il y a dans cette région des possibilités ittiques énormes, puisque nous sommes dans le fond de la lagune avec des environnements très favorables à la pêche, qu'ils avaient également des grandes salines qui sont attestées à la fois par les textes et les inscriptions. Donc tous les éléments sont là pour développer une forte industrie des salaisons de poissons, du même type que ce qu'on peut voir en Sicile, en Afrique du Nord, en Mauritanie-Tingitane ou en Espagne méridionale. Or, ils n'ont aucune installation de ce type dans ce qui a été dégagé ou observé dans tout ce secteur, ce qui veut dire qu'il devait être produit, ces salaisons devaient être produites et mises en conserve dans des matériaux périssables et donc certainement déjà dans des tonneaux. Les poissons étaient probablement donc salés et mis dans des tonneaux et le seul petit indice qu'on pourrait avoir serait éventuellement les sauces de poisson dont on a quelques indices malgré tout dans les petites amphores. Nelle fonti, per il garum e il liquame. Sì, certo. Allora, le fonti celebrano appunto il pesce, molti pesci della Venezia, dell'Adriatico. E un altro elemento fondamentale è proprio che non arrivano nella Venezia anfore da pesce dalla Betica, dalla Spagna, mentre sono documentate delle piccole anforette prodotte, le analisi archeometriche lo dimostrano, nel territorio adriatico, con titoli picti che nominano il liquamen, il garum, ecco, per cui abbiamo contenitori piccoli e non abbiamo quelli spagnoli. Donc ce qu'elle dit, c'est qu'on a en négatif l'idée qu'il y a une forte production de salaisons de poissons dans l'Adriatique parce que, alors que partout ailleurs, on a des fortes importations de poissons salés venant d'Espagne et de Mauritanie-Tingitane, il y en a très très peu dans cette zone donc du fond de l'Adriatique, de l'Istrie et de la Vénétie. Et en compensation, ils ont quelques attestations de production de petites amphores, certainement fabriquées dans la région, ce que les analyses archéométriques montrent, et qui portent des tituli picti, c'est-à-dire des inscriptions peintes mentionnant du garum et du liquamen, c'est-à-dire les deux sources de poissons principales qui servaient à assaisonner les plats. Per il resto, appunto, tanto impianti realizzati con legno, il metodo, ma anche per la produzione del vino. Noi non abbiamo nessun torchio da vino in tutta la Venezia, eppure
la produzione del vino era molto famoso, citato dalle fonti, il vino reticum, il vino pucinum, lo voleva Augusto, lo voleva Livia, per cui c'è una produzione, ma noi non abbiamo torchi, quindi o torchi verticali o solo calcatoria, metodi diversi, non il tipo di torchio centro-italico che troviamo invece in Istria per la produzione dell'olio, soprattutto dove vanno investitori italici, ma nel nostro territorio ci sono delle tradizioni artigianali diverse che credo abbiano anche molto un forte legame con la tradizione preromana e celtica. Et donc, la question se pose aussi de la même façon, bien entendu, pour la production de vin, puisque nous savons par les sources littéraires que le vin de la région était très largement produit et même apprécié à la cour, puisque Auguste et Livie en faisaient une consommation, et pour lesquels ils ont énormément de mal à trouver les installations de production. Je suppose que le plus souvent, ils ont des fermes avec des bâtiments vides. Ces bâtiments vides, en fait, devaient abriter des tonneaux de bois et des pressoirs en bois. Et elle a indiqué que probablement, il devait y avoir notamment des pressoirs à vis tout en bois et qui ne laissent pas de traces. Donc, c'est un problème permanent. Ils ont la certitude qu'il y a une forte activité économique et beaucoup de difficultés à trouver les ateliers de production eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle ils ont essayé de développer des stratégies de contournement pour, en quelque sorte, voir quels sont les autres indices possibles. Mais parmi les indices possibles, ce qui m'a paru très frappant en voyant une des diapositives, c'est la qualité des monuments funéraires qui montrent que des artisans ont acquis un grand niveau d'aisance. Et alors c'est important parce que c'est un phénomène qu'on voit aussi en Gaule transalpine et qui montre qu'il y a eu véritablement une phase où l'économie s'est suffisamment développée pour que des travailleurs manuels puissent accéder à une certaine indépendance et à une certaine aisance dont les monuments funéraires que nous avons vus sont la manifestation. Non, ma question est-ce que vous pouvez mieux cerner les limites chronologiques de ce phénomène, qui est tout à fait important, puisque c'est le moment, c'est la pointe de l'iceberg, c'est le moment où on voit apparaître dans la société les travailleurs, et c'est un rare moment quand même de l'histoire, puisqu'ils vont disparaître peu après. Et alors, est-ce que vous pouvez resserrer la chronologie, ou est-ce que, du fait des difficultés de datation des monuments iconographiques et de l'épigraphie, on en reste toujours à l'idée qu'on est au 1er ou 2e siècle, mais difficile d'être plus précis. Sì, c'est difficile. C'est difficile d'être plus précis. Normalmente sono datati tutti al I secolo d.C. La maggior parte dei monumenti o al massimo al secondo d.C. Del resto tutti i dati archeologici mostrano la grande crisi che anche questo territorio alla metà del secondo secolo d.C. ha una grande crisi. Le campagne si spopolano completamente, per cui evidentemente, ma anche le città non crescono, per cui ci devono essere dei problemi. Interessante nella Venezia proprio per questa varietà di risorse, però la capacità di tenuta di alcune aree, ma anche per la vicinanza, per esempio, della costa, dei collegamenti con l'area, sia con l'area transalpina, sia con l'area egea, è la porta per l'Europa. E questo porta a una tenuta economica di alcuni settori, per esempio quelli anche con prodotti di prestigio, come il vino nelle colline veronesi, o quelle che avevano, oppure quelli della zona costiera, che è la zona proprio del traffico commerciale, del contatto. Però l'epigrafia no. Però abbiamo Cassiodoro. E le dictum de prezis. Basta, perché è difficile tradurre tutto. Donc je résume, ce qu'elle dit, c'est que les monuments funéraires sont difficilement datables de façon précise, mais de toute façon, elle constate, comme partout ailleurs, dans le monde occidental au moins, une crise profonde à partir du milieu du IIe siècle, avec un dépeuplement considérable des campagnes,
beaucoup de villers, de fermes sont abandonnés, avec une réduction de la taille des villes qui deviennent beaucoup plus petites. Et donc, certainement, les monuments s'arrêtent vers le milieu du IIe siècle, et donc on a une borne chronologique comme partout ailleurs. Elle souligne aussi que cette crise, qui est très forte, n'atteint pas le territoire de façon homogène. Certains secteurs s'en sortent mieux que d'autres. Par exemple, les collines de la zone d'Est, par exemple, ont continué à produire un vin de qualité qui a continué à être exporté à Rome, et Cassiodore s'en fait encore l'écho dans le courant de l'Antiquité tardive. Et par ailleurs, toute la zone côtière profite du trafic possible par les zones lagunaires, continue encore évidemment de profiter des facilités offertes par la pêche. Et enfin, tout ce secteur connaît, au cours de l'Antiquité tardive, à partir du IVe siècle, un renouveau d'activité lié principalement à ce qu'on pourrait appeler les industries de guerre, c'est-à-dire le moment où la pression des barbares est telle sur le nord de l'Italie que l'Empire y développe des ateliers spécialisés, notamment dans la fabrication des armes, etc., qui entraînent dans certaines villes un renouveau d'activité des artisanats. Donc la situation est très contrastée, c'est-à-dire qu'on a une forte réduction à la deuxième moitié du IIe siècle et au IIIe siècle, mais un renouveau au IVe siècle et dans le siècle qui suit, lié d'une part à la qualité de certains produits comme le vin et d'autre part au rapatriement dans ce secteur des industries stratégiques liées principalement au travail du fer. Il ne nous reste pas tellement de temps, mais je voudrais quand même que tu nous en dises un peu plus sur ces étiquettes formidables trouvées à Altinum. C'est important pour nous et pour notre propos en ce qui concerne Pompéi parce que on a des mentions, si j'ai bien compris, de laine brute et de laine lavée. Alors c'est important dans le débat que nous avons eu, y compris avec William Youngman il y a maintenant 3 semaines, et à propos de l'interprétation des ateliers de Pompéi que l'on considère, je crois à juste titre, comme étant des ateliers de lavage de la laine. Je voudrais savoir s'il est possible d'avoir une proportion de la laine brute qui arrivait à Altinum, c'est-à-dire dans la ville où se fait la transformation, par rapport à la laine qui arrivait déjà lavée, parce que cette proportion, évidemment, est importante. S'il y a une forte proportion de laine de toison non lavée, ça veut dire qu'effectivement, au moins au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, le lavage de la laine se faisait dans les villes, ce que je crois. Et je voudrais aussi que tu nous dises ce que pour toi signifient les mentions des couleurs dans ce contexte, puisque certaines étiquettes parlent de laine colorée. Est-ce que ça veut dire qu'il y a sur place des teintureries? Et à ce moment-là, est-ce que vous, puisque vous n'avez pas les installations, est-ce que vous pouvez les déceler grâce à la présence des amphores à Alain de Lipari ou de Benos? Hai capito tutto? Poi lo faccio in Sono italiano. sicurissima, ma adesso provo a rispondere. Allora, è documentata lana succida, ci sono delle iscrizioni con lana succida, però ce ne sono molte anche con lana purgata che veniva venduta. Però, quindi arriva ad Altino, arriva anche lana non lavata, sicuramente. Però c'è anche la lana purgata e soprattutto c'è una stupenda iscrizione funeraria di un recinto del Collegio dei Lanari Purgatores, che è uno dei recinti più grandi come dimensioni della necropoli lungo la via Annia, vicino a dove sono state trovate, proprio lungo la strada che collegava la città di Altino con quel sito per l'allevamento ovino che ho scavato. Quindi diciamo sicuramente l'attività di lavorazione della lana avveniva nelle città, però noi non abbiamo tracce. Anche quel
l'unico sito casa laboratorio di Altino ha vasche e basta, canalizzazioni, però credo che il problema sia anche nella ricerca ancora, che non erano stati ancora individuati e definiti con chiarezza gli indicatori archeologici da guardare per l'interpretazione. È una cosa che adesso di recente viene fatta. Io credo che ci saranno prospettive in futuro e che dobbiamo trovare questi laboratori, forse anche rivedendo vecchi scavi già fatti che non abbiamo capito. Credo che sia questo il problema. Et donc, ce qu'elle dit, c'est qu'effectivement, il y a une proportion, si j'ai bien compris, à peu près égale d'étiquettes concernant les toisons de laine non lavées et des toisons de laine lavées. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'on a trouvé aussi dans cette ville un enclos funéraire énorme qui appartenait aux lanari purgatores, c'est-à-dire aux laveurs de laine, qui prouve bien que le lavage de la laine se faisait sur place. La difficulté pour elle, c'est effectivement maintenant de trouver des marqueurs archéologiques qui permettent d'identifier ces installations. Et de ce point de vue, on va revenir peut-être sur la photo de l'installation qui a été fouillée. Personnellement, j'ai des doutes très forts sur l'interprétation de cet ensemble, parce que on nous dit qu'il s'agit d'une installation de lavage de la laine. Or, ce que je vois, ce sont en tout trois cuves. Or, ce que nous savons ailleurs du lavage du travail de la laine montre qu'on n'utilise pas des cuves, mais des chaudières. Et donc, il nous faudrait quelque part des foyers. Ce que je vois là n'a rien à voir, à mon avis, avec la production, le traitement de la laine. Et donc, sur ce point, je voudrais avoir ton sentiment. Sì, no. È uno scavo anche, sì, sono d'accordo. D'accordo che non è, sicuramente non è un'abitazione, sicuramente è un sito produttivo, ma dobbiamo trovare altri indicatori per la produzione, di sicuro. Donc, ce qu'elle dit, c'est que c'est certainement pas une habitation, parce que ça ne correspond pas du tout au plan des habitations. C'est certainement un atelier, mais qu'effectivement, à la suite de mes remarques ravageuses, il faudra peut-être revoir l'interprétation. Et il est maintenant midi, il est temps que je libère notre amie Maria Stella Busana, qui a fait cet effort formidable de synthèse et qui nous a donc donné une très bonne vision de ce qui se passe en Italie du Nord. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un dernier cours qui fera un peu la synthèse de ce que nous avons vu sur Pompéi et au cours duquel j'ai aussi invité 3 collègues qui ont fait des recherches récentes à la fois sur le textile, à nouveau, le cuir et la poterie. Merci. Merci beaucoup. Merci.